Bonjour à chacun et chacune, je laisse tout le monde se placer tranquillement. Donc mon nom est Rachel Brahi et j'ai le plaisir et l'honneur de présider la séance en parallèle de cette fin de matinée. Alors on a un timing très serré puisque nous avions déjà 5 présentations prévues et il y en a une 6e qui s'est ajoutée. Normalement 3 présentations en anglais puis 2 en français. Pour la dernière, je ne peux pas encore vous le dire. Donc si certaines personnes veulent se munir de casques, c'est le moment. If some people want to bring neat helmets for translation, now it's the moment. Donc n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez pas de les rendre à la fin de la session. At the end of this session, don't forget please to bring back your helmets, your headphones. Thank you. Donc voilà, tout de suite, pour 15 minutes maximum, si ça pouvait même être un tout petit peu plus court, ça permettrait à la dynamique générale de se succéder plus sereinement. J'invite Monsieur Kacherois de l'Université évangélique en Afrique à prendre la parole. Monsieur Kacherois, merci. Merci beaucoup pour la parole. La prochaine communication que je vais faire, c'est sur les viols contre les enfants, mais les viols à caractère rituel en République démocratique du Congo en période post-conflit. Point n'est besoin de me présenter parce que j'étais déjà passé. Je suis M. Amani Kacherois, je suis du Centre d'excellence Denis Mukwege et j'interviens à la faculté des sciences sociales de l'Université évangélique en Afrique. Alors, il faut dire que les viols rituels, de façon générale, c'est un phénomène assez critique et un réel problème de santé publique et de protection de l'enfance qui n'est pas assez connu et qui n'est pas suffisamment, sur lesquels pas vraiment beaucoup de recherches ont été menées. Il faut dire qu'il existe une littérature théorique et empirique assez abondante qui décrit la violence sexuelle de façon générale comme une arme de guerre et une arme de destruction massive. En tout cas, ça c'est une évidence, c'est déjà bien connu. Mais alors, un fait assez inquiétant, c'est des viols auxquels on a assisté en République démocratique du Congo, des viols pratiquement des enfants ciblés dans des communautés assez spécifiques. Et derrière ces viols, il y avait des croyances superstitieuses et des pratiques magico-religieuses. Et un argument, c'est que les enfants sont souvent la cible des auteurs de ces formes de violence, compte tenu de leur vulnérabilité et bien évidemment pour des raisons de croyances, superstitieuses et ces pratiques magico-religieuses. Parce qu'on estime que les enfants sont tellement innocents et que leur virginité, leur innocence pourrait donner à des bourreaux un certain nombre de pouvoirs, notamment ces pouvoirs-là leur permettant d'accéder à un certain nombre d'avantages, comme par exemple être invisible aux ennemis lors de guerres. Il y a ces pratiques fétichistes autour des soldats qui estiment que quand on viole par exemple un enfant, on devient vulnérable à la mort pendant la guerre ou particulièrement on devient invisible par les parties adverses. Alors, l'étude que nous avions menée était de nature exploratoire et elle était essentiellement qualitative. Elle était basée sur les données aussi bien primaires que des données secondaires. Nous avions employé des interviews individuelles, mais nous avons conduit aussi des entretiens avec les enfants, mais c'était des entretiens basés sur un certain nombre de tâches que les enfants victimisés devraient accomplir et cela nous permettait de collecter des données. Nous avons conduit des entretiens en groupe, des focus groups, et nous avons utilisé l'observation comme méthode de collecte des données. Alors, il faut rappeler que l'étude a strictement observé un certain nombre de principes éthiques pour une recherche en sciences sociales impliquant des sujets humains. C'est notamment les principes comme les do no harm, les signposting et d'autres techniques d'assistance psychosociale au cas où les enfants produisaient tel ou tel autre comportement nécessitant une assistance.
Des principales théories nous ont permis d'aborder les sujets, notamment la théorie du comportement humain et la théorie de la perspective écologique. La théorie du comportement humain qui soutient tout simplement que ces formes de viol, c'est une sexualité, bien évidemment, qui s'apprend par le même processus que la sexualité normale. Une déviance, bien évidemment, sexuelle, mais en réalité qu'on acquiert, qu'on apprend par tout un autre processus presque similaire à celui de l'apprentissage de la sexualité normale. Mais alors, la perspective écologique, quant à elle, nous a permis de comprendre le viol rituel contre les enfants comme un phénomène, n'est-ce pas, qui se produit compte tenu d'un certain nombre de variables ou de facteurs au niveau individuel, n'est-ce pas, au niveau relationnel, au niveau communautaire et même au niveau des sociétés. Et donc, au niveau individuel, on estime par exemple que des attitudes, des croyances et même les soutiens qu'on reçoit de la communauté, tout ça, c'est des facteurs qui pouvaient conduire un individu à être violeur ou non. Au niveau relationnel, les types d'interactions sociales qu'on entretient au niveau communautaire, c'était parmi les facteurs les plus importants qui conduisaient quelqu'un à être violeur. Et même au niveau sociétal, de façon générale, on a trouvé par exemple que la plupart des bourreaux, c'est des gens qui eux-mêmes avaient subi des expériences traumatiques par le passé, et ces expériences pouvaient leur permettre, bien évidemment, de faire une simulation dans leur vie d'adultes, et ça pourrait conduire à de tels comportements déviants. Alors, la méthodologie, nous en avons déjà parlé. Alors, le premier résultat, c'est la forme de violence à caractère rituel que nous avions observée en République démocratique du Congo. Et éventuellement, nous les avions classifiés en 4 principales formes. En premier lieu, nous avons trouvé les cas d'enlèvement des enfants pour le viol rituel. C'est-à-dire, vous dormez la nuit, quelqu'un arrive dans la maison, il enlève l'enfant, certainement qu'il aura hypnotisé tous les membres de la famille, et en enlevant l'enfant, il l'amène dans la brousse. Et ça, on avait principalement observé à Kavumu. Kavumu, c'est à 33 km de la ville de Bukavu, à l'est de la RDC. Un groupe de gens qui venaient enlever les enfants la nuit et qui pratiquement allaient abuser de ces enfants dans la brousse. Et particulièrement, j'ai assisté au procès de ces présumés, parce qu'à l'époque, ils étaient présumés, violeurs des enfants. Et en tout cas, la plupart, tous, si pas tous, sont passés aux aveux, que voilà, oui, ils enlevaient effectivement les enfants, et qu'en allant violer les enfants, non seulement il abusait de ces enfants, mais il prenait aussi une partie de leur sang, le sang donc qui coule après avoir abusé de l'enfant, qui par ailleurs est encore vierge, et que ce sang leur servait, n'est-ce pas, de renforcer les capacités de leur pouvoir mystique. Si jamais il prenait le sang qu'il prélevait de ses enfants, ces sangs-là, ils pouvaient mixer avec les fétiches et ça pouvait avoir un pouvoir beaucoup plus énorme. Alors, on a assisté aussi à des viols incestueux, de l'inceste pratiquement, ou soit c'est des membres de famille qui abusaient des enfants. On a assisté au cas d'exploitation sexuelle, qui par ailleurs était un peu difficile de classifier comme étant essentiellement rituel, parce qu'on ne savait pas établir les contextes. Soit c'est la prostitution de filles mineures, soit c'est la pauvreté et consorts. Mais on a assisté aussi au culte, au viol basé sur les cultes. Un certain nombre de pratiques religieuses, et là c'est dans un village non loin de Kavumu d'ailleurs, à Karanda, où on a trouvé un certain nombre de pratiques religieuses qui encourageaient le viol des enfants comme étant une prescription ou si pas un rite religieux. Alors, s'agissant des facteurs associés à ces phénomènes, bien évidemment, nous en parlons déjà, on a identifié en premier lieu les pratiques magico-religieuses et les croyances superstitieuses. Et la première de ces pratiques, c'était l'hypnotisation des membres des familles pendant que les enfants étaient enlevés. C'est-à-dire, on vient dans la maison, on hypnotise tous les membres de la famille, et puis on prend l'enfant, on part lui faire des choses assez atroces dans la brousse. On a assisté au gang rape, on a assisté aux mutilations génitales, qui ne sont pas à confondre avec les mutilations féminines génitales qu'on connaît dans d'autres sociétés,
qui, elles, sont ancrées, bien évidemment, dans les pratiques traditionnelles. Mais en RDC, à l'est de la RDC, il faut le reconnaître, ça, c'est une nouvelle forme de violence sexuelle. On a assisté à ces pratiques-là de prélever les sangs des enfants et, bien évidemment, utiliser ça dans les pratiques magico-religieuses. Mais un autre aspect qui nous a amené à confirmer cette hypothèse, c'était les faits. Les faits, du moins, comment dire, les effets que les bourreaux laissaient souvent aux places du crime. Trouver par exemple des pratiques assez bizarres ou des objets assez bizarres comme les rames de rasoir, les lames de rasoir, les sachets et des petites bouteilles, soit pleines de sang, à côté de l'enfant qui est abusé. Alors, s'agissant des croyances à la base de ces phénomènes, on les a aussi catégorisés. Et en premier lieu, on a trouvé des allégations comme quoi violer un enfant comme ça, qui est encore vierge et innocente, pouvait permettre aux bourreaux de guérir du VIH. Et en tout cas, un certain nombre de bourreaux que nous avons rencontrés finalement dans la prison, dans les différentes prisons de la place, à Kabare, tout comme à Bukavu, certains se sont déclarés effectivement comme étant des séropositifs. Alors, au-delà de ça, on a trouvé des croyances comme quoi violer un enfant comme ça pouvait donner aux bourreaux, n'est-ce pas, la chance d'accéder à un certain nombre d'avantages financiers ou économiques. Certains, par exemple, qui travaillaient dans les mines et qui s'imaginaient que dès lors qu'ils violaient un enfant, cela leur permettrait, aussitôt qu'ils sont dans la mine, d'avoir la chance d'accéder à plus de minéraux que prévu. D'autres, par exemple, que nous avons rencontrés, qui sont tout simplement des pêcheurs, parce que les phénomènes, il faut les reconnaître, c'est beaucoup plus dans le Kivu littoral, non loin donc du lac Kivu. Certains qui sont vraiment des pêcheurs, ils reconnaissaient que voilà, violer un enfant comme ça, quand vous violez un enfant, vous prenez le sang, vous mélangez dans les matériels que vous allez utiliser pour la pêche, cela vous permet d'avoir la chance de capturer le plus de poissons possibles. Mais les facteurs, c'est aussi des facteurs socio-économiques, parce que vous voyez finalement comme la photo l'indique, je ne sais pas si c'est assez lisible, des maisonnettes comme ça, souvent c'était des maisonnettes assez perméables, d'où les enfants étaient tirés pour aller être abusés. Et on trouve finalement, quand vous regardez la maison ici, vous vous rendez compte que c'est une maison à moitié inexistante, mais c'est quand même des familles qui y dorment. Et cela permettait souvent aux bourreaux d'y pénétrer facilement la nuit et d'enlever les enfants qui devraient être violés. Ça, c'est toujours des maisons, ce n'est pas assez lisible. Mais les facteurs, c'est aussi des facteurs politiques. On a vu par exemple que la plupart des enfants abusés étaient pris des maisons des gens qu'on appelle les déplacés internes. Souvent, c'était dans des familles comme ça, assez vulnérables, où on venait et on enlevait l'enfant. Mais on a trouvé aussi une forte militarisation des communautés. Dans la première communication que j'ai faite, j'ai associé tantôt les viols de façon générale à une forte présence militaire. Et il faut dire, comme je l'avais dit tantôt, que la plupart des militaires au Congo, et même des policiers, ne sont pas nécessairement dans des camps. Parce que d'abord, les camps en soi, les camps militaires sont presque inexistants, ou alors ceux qui sont là datent depuis la colonisation, et on n'a pas d'autres camps. Et la plupart des militaires, et même les officiers de l'armée, ils n'ont pas d'autre choix que de vivre dans la communauté, et confondus donc parmi tout le monde. Et on a toujours associé cette forte présence militaire, cette militarisation des communautés, à ces phénomènes ici de viol. Mais il y a aussi l'adoption des civils du viol, ça ce n'est plus à démontrer, une communication s'y était déjà penchée. Mais on a noté vraiment l'impunité de ces bourreaux qui par ailleurs étaient restés un grand facteur associé à ces phénomènes. Alors, quelle discussion on peut faire de ces résultats ? Il faut dire en premier lieu que, de façon générale, ceci indique tout simplement que le viol rituel contre les enfants, bien qu'il soit rituel, ce n'est pas un phénomène qui est cautionné par les normes sociales en RDC. Et donc, au-delà de certaines thèses sociologiques et même anthropologiques qui conçoivent le viol comme étant ancré dans les us et coutumes de certaines communautés, à l'est de la RDC, le viol des enfants n'est pas vraiment assez ancré dans les pratiques
culturel. C'est vraiment un nouveau phénomène et tout porte à croire que c'est un phénomène qu'on a le plus appris des différentes guerres civiles et conflits armés. Sinon, avant la guerre, c'est des pratiques qui n'existaient presque pas. Ou alors, quand elles existaient, il y avait une explication tout autre que celle que nous venions de décrire ici. Et donc, le mode opératoire de ces bourreaux, de façon générale, c'est un mode qui relève tout simplement de la prédation et qui n'a rien à faire avec les pratiques traditionnelles qui sont ancrées dans nos communautés de façon générale. Et donc, on trouve par exemple que la plupart des bourreaux, ils agissaient en tout cas en cachette, et souvent ce n'était pas fait comme souvent les autres viols qui sont en Ouganda par exemple, où j'ai vu les mutilations féminines génitales. Ce n'est pas toujours le cas, parce que là au moins on sait que ça a toujours existé dans la communauté et que ce n'était pas comme le cas ici à l'est de la RDC. Alors, on trouve que ces phénomènes, dans la plupart des cas, ça conduisait toujours à plus de violence. Ça, c'est, je crois, à Kavumu, toujours. Ça, c'est une maison de police que vous voyez déjà incendiée. Incendiée par une population en colère parce qu'on a trouvé qu'il y avait une recrudescence de ces phénomènes au niveau local et que rien ne se faisait. D'ailleurs, un procureur, un substitut du procureur de la République qui était commis dans ce village, s'était même fait nommer $100. Parce que pour lui, quand vous lui apportiez quelqu'un qui a violé un enfant, automatiquement, c'est quelqu'un qui a violé un enfant, donnait $100, lui donnait $100 de corruption, et avec ces $100, les bourreaux pouvaient être libérés. Et donc, on trouve que ce phénomène, c'est vraiment une réalité, parce que là, vous voyez finalement un certain nombre d'auteurs avec qui nous avions d'ailleurs échangé dans leur milieu carcéral, et qui se reconnaissent, qui s'identifient déjà d'ailleurs comme tels. Alors, il faut dire quand même, tout de même, que ce phénomène a des effets, et c'est des effets assez importants, mais reconnaître aussi peut-être que les services en place, lorsque vraiment ce phénomène a commencé, même lorsque ça a atteint une certaine ampleur, ces services-là étaient limités, si bien que la prise en charge ne s'est limitée qu'aux femmes, parce que vraiment la grande majorité des victimes n'étaient que des femmes assez majeures. Mais il faut reconnaître quand même que les enfants, la prise en charge des enfants, n'est pas la même chose que la prise en charge d'un enfant qui a été abusé. Et là, ça appelle tout simplement peut-être à un autre modèle de prise en charge des enfants, parce que les piliers de la prise en charge dite holistique ne sont peut-être pas souvent adaptés aux piliers de la prise en charge, du moins au contexte particulier de la prise en charge des enfants. En conclusion, il faut dire tout simplement que ça ne devrait pas être une expérience traumatique que d'être un enfant. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kacherwa. Et je vais appeler l'orateur Nyamujira, dont nous n'avons pas encore le diaporama. Si, le diaporama est en place, merci. Eh bien, Monsieur Nyamujira, vous allez répondre à une question qui a été posée tout à l'heure sur les assurances, en fait. Oui. Donc voilà, on vous écoute. Merci. Voilà, donc bonjour à tous. Je vais présenter cette étude qui s'inscrit effectivement dans une suite d'études réalisées au sein du Centre d'excellence Denis Mukwege. Et particulièrement, j'ai un background en économie et avec une spécialité en finance. Alors, je me suis intéressé à la question d'accès aux soins de santé et les consentements à payer pour la prime d'assurance maladie dans les camps des personnes vulnérables
et ça c'est surtout pour les femmes victimes de violences sexuelles. Alors, le plan de cette présentation se résume en 4 points. On va commencer par dire pourquoi est-ce qu'on a conduit cette étude et on a pensé que c'est important. Et puis on va donner la méthodologie, les résultats et les implications de l'étude. Alors, en termes de motivation, comme on le sait tous, il existe une différence de couverture des soins de santé dans les pays dits développés et dans les pays dits en voie de développement. Dans les pays développés, par exemple en Europe, en Amérique du Nord, en Asie du Nord, les soins de santé sont financés soit par les taxes. On voit que lorsqu'il y a augmentation des soins, donc des coûts de santé, il y a implicitement aussi une augmentation des taxes. Et c'est le cas, par exemple, dans les pays comme l'Angleterre, la Chine, etc. Et ça, c'est le financement au travers des taxes. Il y a aussi ce qu'on appelle les Social Health Insurance, ça veut dire le financement des soins de santé au travers d'une approche beaucoup plus sociale, où les gens contribuent, les travailleurs généralement, ils contribuent pour financer, n'est-ce pas, le soin de santé. Et c'est le cas beaucoup plus dans des pays de l'Asie, entre autres l'Inde et l'Indonésie, en Amérique latine. Il y a aussi ce qu'on appelle le financement des soins de santé par une approche beaucoup plus privée, orientée vers le privé, où les gens beaucoup plus riches se mettent ensemble et contribuent pour financer les soins de santé. Mais parallèlement, en Afrique, les cas n'est pas similaire à ce qui s'observe dans les pays développés. Alors, qu'est-ce qui fait maintenant qu'en Afrique, ces genres de financements ne réussissent pas, soit par les taxes, soit par ce qu'on a appelé les Social Health Insurance, ou alors le financement privé. Alors, on voit en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique, mais aussi d'Asie, du Sud et d'Amérique latine, par exemple, des pays dits en développement, le système de collecte des taxes est très fragile, avec une qualité des institutions très médiocre, ce qui fait que la collecte n'est-ce pas, des taxes n'est pas trop efficace et les mécanismes de conduite de ces collectes-là vers le financement des besoins sociaux de base n'est pas aussi possible. Et on remarque aussi que la deuxième approche ne peut pas réussir, évidemment, parce que la plupart de la population dans les pays développés sont dans les secteurs informels. Et pourtant, ça relève des contributions des travailleurs. Et donc, même si on s'en tenait à ce type de financement, on va laisser de côté un grand nombre de populations qui n'est pas dans les secteurs formels. Et troisièmement, tout simplement parce que dans les pays en développement, les gens n'ont pas assez de revenus. Et lorsque vous avez un revenu, c'est un revenu qui est aléatoire, qui n'est pas fixe. Alors, ça ne vous permet pas d'accéder aux soins de santé facilement. Alors, quelle est la conséquence maintenant de ces tableaux que nous venons de présenter dans les pays en développement? On va se rendre compte qu'en Afrique et en Asie, en Afrique subsaharienne particulièrement, 5 à 10% de la population, uniquement 5 à 10% de la population sont couverts par l'assurance maladie, financée par ce qu'on a appelé les Social Health Insurance. Et on se rend compte que dans les pays à revenus intermédiaires, beaucoup plus certains pays de l'Asie, seulement 20 à 60% de la population est couverte par l'assurance maladie, ce qui laisse un grand nombre de la population non couverte par l'assurance maladie, et donc l'accès aux soins de santé devient un problème. Alors, parce que nous avons conduit cette étude en RDC, particulièrement dans les cas de femmes vulnérables, ça veut dire les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui ont réintégré leur communauté de base. Alors, comment se présentent les cas de la RDC en termes d'accès aux soins de santé? On se rend compte qu'en RDC, évidemment, il y a une faible documentation en termes de cette problématique ici d'accès aux soins de santé.
il y a aussi un faible accès aux soins de santé, ce qui est normal. Alors, les soins de santé, pour financer les soins de santé, le patient ou la population bénéficie des appuis des organisations non gouvernementales, ou alors la bonne volonté des traitants, des médecins, ou alors les patients sont appelés à payer des grosses sommes d'argent, et pourtant qui n'ont pas, étant donné qu'ils ont un revenu très faible. Alors, les cas de cette population vulnérable, évidemment, les femmes victimes qui ont été victimes de violences sexuelles, est catastrophique en termes d'accès aux soins de santé. Alors, ça, ce sont des évidences que nous avons trouvées sur le terrain. On a trouvé, par exemple, on présente les revenus de ces femmes-là, on présente les coûts qu'ils supportent pour accéder aux soins de santé, mais on présente aussi un concept qui est beaucoup plus utilisé dans les cas d'assurance maladie, qu'on appelle les dépenses catastrophiques du ménage en termes de soins de santé. On va voir qu'on a présenté ça sous forme de quartiles. Le premier quartile qui présente les groupes de la population qui a un revenu très faible. Le premier quartile, ça veut dire en moyenne, ces groupes-là arrivent à mobiliser 5,75 $ par mois. C'est incroyable. Et les groupes des femmes qui arrivent à mobiliser les revenus mensuels, ça c'est mensuel, le plus élevé, c'est 14 $, c'est très faible. Alors que ces mêmes personnes-là, durant les 3 derniers mois, ils ont été appelés à supporter des coûts de santé pour le premier quartile des 0,23, ça veut dire les groupes de personnes qui ont supporté un coût de santé les moins élevés, et les groupes de personnes ayant supporté un coût de santé les plus élevés, c'est 10 $. Alors, cela nous a permis de définir ce qu'on appelle la dépense en termes de soins de santé, quels sont les risques que les dépenses en soins de santé occasionnent sur la situation financière des ménages. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, lorsqu'un ménage arrive à dépenser 50% de son revenu non alimentaire aux besoins de santé, ce ménage-là est exposé à la pauvreté. Alors, une étude récente a montré que un ménage qui supporte 20 à 50% de son revenu aux soins de santé, c'est un ménage qui fait face à ce qu'on appelle le catastrophic household expenditure. Alors, dans le cadre de notre étude, nous avons trouvé que le ménage arrivait à dépenser 98% de leurs revenus aux soins de santé. Donc, vous comprenez à quel degré ces ménages-là sont exposés à ces risques-là catastrophiques de dépenses en termes de soins de santé. Ça, c'est tout simplement la réplique graphique des résultats que nous présentons. En termes de méthodologie, nous avons enquêté 60 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui ont réintégré leur communauté de base et qui, généralement, s'occupent des petites activités économiques, des petits commerces, l'agriculture, etc. Alors, pour avoir leur consentement à payer aux soins de santé, nous sommes partis de cette méthodologie qu'on appelle l'évaluation contingent. Alors, et plus particulièrement avec la première approche, les Stated Preference Approach, où nous avons retenu 4 scénarios. Le premier, on demandait à l'individu, il est disposé à payer combien pour adhérer à une mutuelle de santé. C'était une question ouverte. Les 3 derniers scénarios, c'était qu'on appelle les leave it or take it question. Ça veut dire on demande à l'individu, on le propose, s'il est à mesure, il prend, et sinon il reste, il laisse. Alors, la première offre, que nous appelons BID 1, c'est ça en fait la prime que certaines mutuelles de santé appliquent généralement dans le contexte ici. Et les 2 autres ont été proposés suite à notre pré-enquête que nous avons réalisée. Alors, les premiers résultats montrent que, évidemment, sur le plan économique, la situation est normale parce que les femmes, plus la prime qu'on propose aux femmes augmente,
moins ils sont disposés à adhérer à l'assurance maladie. Mais on se rend compte que pour ceux qui sont disposés à adhérer aux soins à l'assurance maladie, 34% de femmes ont dit que pour eux c'est zéro. Donc ils sont disposés à adhérer à l'assurance maladie, mais ils ne sont pas disposés à payer quelque chose pour l'assurance. Alors, les diagnostics ici que nous avons trouvés, on a trouvé qu'au courant des 3 derniers mois, 21% des femmes ont enregistré un cas de maladie au sein de leur ménage et 73% ont cherché les soins de santé à la maladie, mais seulement 68% ont trouvé les soins. Mais on trouve aussi que la qualité des soins obtenus par ces femmes-là reste à désirer, parce que soit elles se traitent, les ménages se traitent elles-mêmes, ou alors elles cherchent les soins auprès de vendeurs dans le quartier, ou alors les traitants traditionnels. Alors, sur les points d'accès, l'accès, donc la volonté à joindre une mutuelle de santé, on a trouvé que 75% des femmes ne sont pas disposées à joindre les programmes d'assurance maladie. Et voilà, donc les raisons sont présentées. Et la plus grande raison, c'est l'insuffisance des revenus mensuels pour adhérer à ces programmes de soins de santé qui demandent de payer chaque année et pour chaque membre du ménage. Alors, sur le plan économétrique, on a voulu voir quels sont les facteurs maintenant qui expliquent, n'est-ce pas, cette propension à adhérer au programme de soins de santé. Et on a trouvé que, évidemment, comme la théorie ou comme nous l'avons vécu sur les champs, beaucoup de ménages ne sont pas... OK, donc ça veut dire le revenu mensuel du ménage, mais aussi les coûts que le ménage a supportés durant les 3 derniers mois, étaient des facteurs qui encourageaient un ménage à adhérer au programme de soins de santé. Et donc, lorsqu'un ménage enregistre un revenu beaucoup plus consistant par mois, le ménage a aussi la volonté à adhérer, n'est-ce pas, au programme de soins de santé. Ça, c'est le premier modèle pour le consentement à payer pour la prime d'assurance. Et le deuxième modèle, c'était maintenant pour le consentement à adhérer au programme d'assurance maladie. On a trouvé presque le même résultat parce que les revenus aussi, plus les ménages gagnent, le ménage a un revenu consistant, plus la probabilité d'adhérer aux soins au programme d'assurance maladie augmente. Il en est de même aussi pour le coût supporté pour le financement des soins de santé. Aussi, on a trouvé qu'il y a un problème de distorsion du marché qui on qualifie ici comme le problème d'aléa moral. Ça veut dire qu'on a trouvé que les ménages qui ont un cas de maladie chronique sont plus disposés à adhérer au programme d'assurance maladie. Donc ça, c'est la fiabilité de nos résultats économétriques. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de conclusion? On retient que le ménage ou les femmes victimes de violences sexuelles sont disposés à payer à hauteur de $2 par ménage et par an pour adhérer aux soins de santé, mais la prime que ces structures demandent, c'est fixe à $8. Donc vous comprenez que la différence là, ça ne peut pas faire fonctionner ces structures. Alors, et les facteurs, on a vu les facteurs qui permettent de payer. On a vu également que seulement 25% de ces ménages ou de ces femmes-là sont disposés à joindre les programmes et avec le facteur que nous avons présenté. En termes de... alors on peut passer directement aux implications pour conclure. Alors comme implication, on suggère qu'il y ait une intervention du gouvernement, n'est-ce pas, pour promouvoir la création d'emplois dans les milieux ruraux, parce que ces femmes vivent dans les milieux ruraux, pour booster leurs revenus, et puis ce qui permettrait à ces femmes-là d'adhérer ou d'avoir accès aux soins de santé. Et deuxièmement, la deuxième recommandation, c'est de dire au gouvernement de subventionner les structures qui existent ou qui peuvent prétendre exister sur le marché en termes de proposer des assurances maladie. La différence entre ce que les femmes peuvent payer et c'est la prime que les structures demandent pour
pouvoir couvrir leurs coûts et pouvoir fonctionner. Voilà, et donc c'est ça. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, et donc sans plus attendre, merci Monsieur Nyamujira. Je vais maintenant passer la parole à Madame Badulescu. In English, maybe? Okay, so. Good morning. My name is Cristiana Lavinia Badulescu. I'm an independent researcher based in Brussels, and today I will present a joint study written together with my colleague Daniela Radu, who is a lecturer in international relations and founder of EMERA, a non-profit association working with vulnerable groups in Bucharest, Romania. Our study is entitled Women Survivors of Conflict-Related Sexual Violence and the Need to Repair, a comparative analysis of East Timor and Haiti. It is part of the broader debate of transitional justice with an emphasis on truth commissions and reparations of the kind truth commissions are including in their final reports, and we are looking specifically at the reparations for women victims of conflict-related sexual violence. We started from the following considerations. At the international level, there is a general agreement on the need to render women's experiences of conflict and authoritarianism visible. United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace and security and related resolutions recognize the impact of armed conflict on women and girls and the role of women in peace-building and peacemaking processes. And secondly, there is a consensus in the specialty literature which is emerging, and which is the fact that sexual violence against women must be included among the crimes that require reparations. Truth commissions, as a non-judicial mechanism of transitional justice, are official, temporary state bodies that investigate a pattern of past human rights violations and conclude their work with a final report containing, among others, a set of reparations proposals for the victims. The purpose of reparations is not limited just to material benefits, but they also have a symbolic value, marking the end of truth-seeking and the official recognition of the suffering of the victims. For the victims, reparations represent a concrete effort to rectify the traumas they suffered. Concretely, we wanted to see whether, on the one hand, the reparations proposed by the Truth Commissions in East Timor and Haiti have been implemented, so we're looking at East Timor and Haiti, and on the other hand, in case there was an implementation, whether they have contributed in any way to the physical, psychological, social, or economical rehabilitation of the women victims of conflict-related sexual violence. Both in East Timor and Haiti, there were two truth commissions. In East Timor in 2001, the Commission for Reception, Truth and Reconciliation was created, and it was mandated to investigate the human rights violations between 1974 and 1999. The Commission concluded its work with the final report entitled No More. In the case of Haiti, in 1994, the Commission for the National Truth and Justice was created and mandated to investigate the human rights violations that took place over a period of 3 years between 1991 and 1994. The Commission presented its final report, If I Don't Cry Out, in February 1996.
How did we proceed? We conducted desk research, meaning the content analysis of the final reports of the two truth commissions. We also applied a series of structured interviews with experts working on transitional justice, and we did a comparative analysis based on a series of indicators which we created to capture each of the phases of design, proposal, and implementation. There are 9 indicators. The first 4 encompass the design part. The 5th and the 6th are targeting the proposal, and the last 3 are looking at the implementation part of the proposals. With the first indicator, we observed whether the commissions intended to approach sexual violence as a distinct part of their activities, and we saw that both in East Timor and Haiti, as it emerges from the mandates of the commissions, both the commissions gave an enhanced attention to sexual violence against women. The second indicator aimed at pointing out whether women took part in the Commission's activities, whether they were encouraged to participate, and whether efforts were made to this end. Haiti had 7 commissioners, 5 men and 2 women. However, it did not encourage women to testify in front of the commission, and there were only 140 rape and sexual abuse complaints filed, and only a few cases inserted in the final report of the commission, despite the fact that the commission itself recognizes in its report both the volume and the gravity of the sexual violence. Regarding East Timor, the situation is a bit different in the sense that women were involved as commissioners, as staff members, as testifiers, as participants. The composition of the commission staff at the district, regional, and national level included women. Furthermore, the commission encouraged women to participate into its different activities and discussions on the gendered dimensions of the conflict. For instance, it organized national public hearings, among which one concentrated on women and conflict and involved the participation of women from across the country who shared their experiences of violence. The commission included 853 reported instances of sexual violence in their report. With indicator 3, we aimed at seeing if the Commission had a broad, complex approach of sexual violence or whether it limited itself only to certain categories of sexual violence. And we saw that in Haiti, the Commission focused mainly on rape, and that in the case of Timor, again, the situation was a bit different in the sense that the Commission approached sexual violence from a broad perspective and included even fragments on women's reproductive rights, which marks a significant change in the manner of understanding women as victims with concrete needs. With indicator 4, we focused on the women's position in the two societies, on the way in which gender inequality is constructed, and we thought that this indicator is important in the sense that the periods of crisis when sexual violence takes place represents in many traditional societies only a generalization of such violence. The Haitian Commission didn't point out in its report the profound causes of structural violence and of gender inequalities. However, it mentioned that the stigma, the fear of losing their role as mothers and wives, the fear of losing the respect of the community have impeded women from reporting the acts of sexual violence. Again, in the case of East Timor, the Commission analyzed the pre-existing gender inequalities and patriarchal cultural values, and it pointed out extensively the social and cultural consequences of the sexual violence on women at the family and community level.
In what concerns the reparations proposals of the two commissions, we focused firstly on the material reparations proposed by the two commissions, and in the case of Haiti, we saw that the commission didn't identify the types of compensations, mentioning that all victims should receive a compensation, but in a general and ambiguous manner. With regard of the East Timorese Commission, women victims of sexual violence as well as single mothers are expressly mentioned under the category of beneficiaries for the reparations program, and the Commission proposed material reparations for the category of women molded on their specific needs and taking into account the different forms of sexual and reproductive violence. On the symbolic reparations, we saw that Haiti proposed several programs, among which to educate the populations on the risks and sufferings to which women are submitted. And in East Timor, the Commission chose this to propose on a general level symbolic reparations for all victims, but not focusing specifically on women victims of sexual violence. Passing to the implementation part, we wanted to see if there are governmental programs that have been implemented by the two countries according to the Commission's proposals, and we were able to collect this information based on the interviews we conducted with experts. And in the case of Timor, we found out that there are no governmental programs that have been implementing according to the Commission's recommendations. And in fact, the only public institution to have provided reparations for violations committed between 1974 and 1999 under the framework of an urgent reparations program was the Truth Commission itself. And this was why we asked, this is why when we asked the experts if they considered that the reparations programs implemented in East Timor have contributed to the rehabilitation of women victims, they replied to only that to a small extent. But it was different than in the case of Haiti, when the same experts replied that not at all. And this is because in the case of Haiti, reparations were not granted even to those involved, and the government did not have the courage to assume the recommendations. These are the words of one of the experts we interviewed, and the Haitian government did not endorse the implementation of reparations programs. It did not offer any support for the rehabilitation of women victims of sexual violence. In what concerns the last indicator, because of time constraints, I'll go directly to the last one. We wanted to see if the implementation of programs has benefited in any way from governmental support. And we saw again that in the case of Haiti, the public at large did not have access to the report, since in the first stage it was published in only 75 copies, and in the secondly it was published in French, and this was something that the experts complained because in Haiti the majority of the population speaks Creole, and one of the experts even said that do you know that it was written in French? Do you know that only the elites in Haiti speak French? The common people suffered as well, sometimes tenfold. It was a hidden report, not assumed by the political class. How can you make a change if you don't even assume the report? And in the case of East Timor, again, there was no political will and unity at the governmental level to implement the reparations proposals. It was a bit different as in the case of Haiti, because the government paid efforts to disseminate widely the report. However, the implementation of reparations programs as proposed, as followed by the Truth Commissions, were not part of the national agenda. And
just a few conclusions. In the case of women victims of conflict-related sexual violence, we think that reparations are a necessary remedy to redress their sufferings. It also represents a recognition of the needs of these women, and it is a form as well through which abused women can continue their lives, to regain confidence in their peers, and most importantly, in state institutions. We think that reparations are not a caprice, they are necessary, otherwise they become empty of meaning and content, and as long as they will exist only on a piece of paper, only in reports, and only at a declarative level, their purpose cannot be achieved. Okay, thank you very much. Thank you very much, Mrs. Badulescu. Maintenant, on va écouter Monsieur Kaganda. Voilà, je vous laisse immédiatement la parole, Monsieur Kaganda, pour 15 minutes, comme vous le savez. D'accord, merci. Bien, je suis Monsieur... Bonjour à tout le monde, je suis Monsieur Philippe Kaganda. Je suis sociologue, professeur à l'Université évangélique en Afrique, et aussi chercheur au Centre d'excellence Denis Mukwege. Je vais donc essayer de parler de la scolarisation, vulnérabilité et intégration sociale des enfants nés de viol. C'est dans une entité qu'on appelle Ngweshe, à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis entré en contact avec cette réalité il y a peut-être 7 ans. Je faisais une recherche avec une collègue norvégienne et nous étions dans un focus. Non, je faisais un entretien individuel avec une fille ex-soldat. Elle avait son enfant. Je lui pose la question, je dis, est-ce que tu as des amis? Parce qu'on devrait vérifier l'intégration sociale à travers les réseaux de relations que les filles ex-soldats ou associées aux forces et groupes armés pouvaient nouer après le retour au village. Et la réponse était plutôt une interrogation. La fille me demande, supposons que tu es garçon, tu es un jeune garçon dans ce village, est-ce que toi tu peux m'épouser? Avec cet enfant dont je ne connais pas le père, avec tout ce que j'ai connu dans les groupes armés. Donc, c'était assez lourd comme réalité à travers cette question. Et donc, je dis, il y a une matière à réflexion. Ainsi donc, en 2016, je crois, ou 2016, j'ai accompagné une recherche d'une de mes collaboratrices à l'Université catholique officielle de Bukavu, dans un mémoire de master ou de DEA à l'Université de Kisangani sur les problématiques des enfants ex-soldats. Non, les enfants, 2 enfants ex-soldats. Et après, j'ai parlé avec d'autres étudiants à l'époque, à l'UEA, les 2, qui sont co-auteurs de cette réflexion pour essayer de comprendre. Alors, il me semble, l'objectif ici, c'est d'arriver à comprendre de nouveau cette question. Je crois que le contexte est connu de nous tous parce que plusieurs personnes en ont parlé, de nombre de filles ou de femmes qui ont été violées, etc. Et quoi qu'il en soit de tout cela, les statistiques sur les enfants de filles ou de femmes qui ont été violées restent inconnus, parce que justement, c'est des gens qui se cachent, c'est des gens qui, on ne veut pas révéler les réalités. Et nous avons des objectifs, comme vous pouvez le voir. Il me semble, nous voulons construire en fait
ce que j'appellerais une anthropologie du viol. Et beaucoup d'autres intervenants ont fait l'anthropologie du viol, ont parlé de viol, et ceux qui ont parlé de la ritualisation, etc. Tout cela rentre dans l'anthropologie du viol. Mais alors, dans cette orientation, c'est de déterminer la distance sociale entre l'enfant né de viol et la société. Alors, quel est le fondement? C'est que nous avons, il y a des valeurs, il y a des normes, il y a une certaine des identités qu'on voudrait protéger, etc. Et c'est de voir effectivement, à travers ces référentiels culturels, quelle est la distance qu'un enfant né de viol a vis-à-vis de la société. Et donc, ici, pour cette réflexion, ces trois objectifs, c'est de relever le profil socio-démographique de ces enfants dans l'entité qui a été citée, de déterminer la vulnérabilité de ces enfants dans le contexte post-conflit, enfin, déterminer le rôle de la prise en charge scolaire comme mécanisme ou approche d'intégration sociale. Et donc, nous avons les trois objectifs, si vous voulez, avec l'objectif général. Alors, ici, c'est de présenter juste les cheminements méthodologiques. Donc, on a essayé on est situé dans la zone de Walungu, que je viens d'indiquer là-bas, et avec quelques regroupements, quelques villages. Le fondement théorique ici, c'est d'essayer de comprendre justement la question à travers les valeurs ou, si vous voulez, l'approche fonctionnaliste de Durkheim, mais aussi de l'interactionnisme symbolique de Brumer pour voir comment justement le symbolique essaie d'agir sur l'intégration des enfants. Alors, il y a aussi l'approche, si vous voulez, les aspects empiriques, mais aussi d'analyse des données. Et si vous pouvez bien le constater, on a interrogé 54 personnes, parmi lesquelles il y a 18 enfants, dont l'âge varie entre 15 et 18 ans. Bien entendu, 18 ans, on devient déjà adulte, mais enfant, c'est par rapport justement à la situation qu'ils ont connue. Et les membres de la communauté, les directeurs et enseignants des écoles où ces enfants sont accueillis. Bien entendu, on a fait donc des entretiens individuels et de focus group. Et comme vous le voyez, c'est l'analyse des contenus. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de dégager le sens. Quel est le sens que les gens, quelle est la symbolique qui est projetée sur ces enfants dans la communauté? Et aussi l'interaction, c'est la même symbolique que les enfants construisent vis-à-vis de leur communauté. Et alors, tout justement avec des valeurs, en essayant de veiller à l'aspect éthique, parce que la question est sensible sur la confidentialité, l'anonymat, l'acceptation et la liberté de participer à la recherche. Alors, en ce qui concerne les résultats, nous en avons le premier là. Pour ce qui est de profil, vous allez remarquer en fait que il y a déjà 39 cas qui ont été identifiés par le PDV, donc des enfants nés de viol dans cette entité, ce qui signifie pour nous que le problème est réel. Donc ce chiffre, c'est juste une organisation qui est basée dans cette entité et qui a identifié 38 enfants nés de viol. Ceux-là que nous avons interrogés, l'âge varie entre 10 et 18 ans. Et bien entendu, il y a beaucoup d'autres cas de moins de 18 ans ou moins de 10 ans. Et vous allez remarquer aussi que la moitié de ces enfants, plus de la moitié ne vivent pas avec leur mère. Déjà, le papa n'existait pas, le père n'existait pas. Mais alors, ils ne vivent pas non plus avec leur mère. Et un autre élément important, donc ce qui fait qu'ils sont dans des familles de substitution avec des oncles, des grands-mères, etc. Et un élément important, c'est que ces enfants n'ont pas connaissance de ce que leurs mamans ont connu. On cache l'information. Mais au moins, ils ont conscience de leur statut d'orphelin. Le père peut être encore en vie, mais l'enfant sait qu'il est orphelin. Parce que le papa, pour la plupart des cas, et ça c'est un autre élément, on n'a pas fait les profils de leur maman, mais
pour la plupart des cas, tous ces enfants sont, tous ces enfants sont nés de groupes armés et généralement ce sont des groupes armés étrangers. Je vais citer ici les FDLR qui ont été permanents dans cette entité. Et donc vous avez ici quelques phrases quand vous dit « je ne connais pas mon père, on m'a dit qu'il était parti ». Qu'est-ce que cela veut dire? Il était parti. Donc, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est encore vivant? Et voilà. Et dans les familles de substitution, vous avez par exemple la déclaration que, bon, voilà, moi, depuis que cet enfant, la maman, sa mère, a jeté sur moi son problème. Donc, la maman est partie, on dit qu'elle est partie dans telle zone. Or, ça, c'est une zone minière et à coup sûr, la maman s'est livrée à la prostitution. Voilà. Et un autre résultat, c'est qu'en fait, nous avons ici, les enfants nés de viol dans cette entité connaissent plusieurs formes de vulnérabilité. Et ces vulnérabilités, on peut établir qu'elles sont dépendantes même des facteurs individuels et structurels. Donc il y a ce qui concerne l'enfant, il y a ce qui concerne aussi les structures. Et comme vous pouvez le voir, nous avons la vulnérabilité psychologique, donc le manque de confiance en soi, la crise identitaire. Et ça, c'est extrêmement grave chez ces enfants. En Afrique, dans les communautés rurales, la mère ne transmet pas la nationalité, pour ainsi dire, entre guillemets, ne transmet pas la parentalité, c'est le père. Et donc, toi, tu n'as pas de père. Est-ce que c'est ton oncle, est-ce que c'est ta grand-mère, etc. Et un autre élément ici, ce sont des questions de vulnérabilité sociale avec la stigmatisation, la maltraitance et les violences. Et j'insiste beaucoup sur les violences symboliques, où, franchement, ces enfants vivent au quotidien la violence symbolique, je crois qu'on comprend au sens de Bourdieu. Et aussi les questions de pauvreté, ça rentre dans ce que j'ai appelé les facteurs structurels ou les aspects structurels de leur vulnérabilité. Le troisième résultat, en fait, c'est que la scolarisation a permis effectivement à ces enfants de rentrer dans le réseau relationnel, amical, familial, communautaire, mais aussi d'acquérir des compétences. Mais alors, voilà ce qui est fait à travers cette activité de scolarisation. Donc, on paie les frais scolaires, les fournitures d'études, le suivi et les résultats scolaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en ce qui concerne la discussion? Sur le profil socio-démographique, vous pouvez le remarquer, en fait, le silence de mère est justifié justement par la peur d'être stigmatisé, et il y a eu plusieurs autres études qui ont démontré cela à travers le monde et beaucoup plus si j'invoque une étude qui a été menée en Ouganda. Ces enfants vivent dans le ménage de substitution, c'est là où justement leur statut est ambigu, et donc les enfants ne se retrouvent pas assez équilibrés. Alors, plusieurs enfants sont abandonnés par leur mère, ce qui, pour la plupart d'ailleurs, ça a été également démontré. Vous voyez, ce qu'on appelle dans l'étude ici de Bengozi sur le Rwanda, où il montre justement les 3 registres de honte chez les femmes qui ont eu des enfants dans ces conditions. Donc, avoir la honte, être la honte soi-même et porter la honte. En ce qui concerne la vulnérabilité des enfants nés de viol, vous pouvez remarquer, bien entendu, que ces enfants souffrent des manques de confiance de soi, la crise identitaire, etc. Et donc, dans les mêmes conditions, on parlerait tout simplement de crise identitaire. Aussi, les stigmatisations qui sont vécues traduisent justement cette violence symbolique autour duquel discute Bourdieu. Et donc, on remarque que dans la plupart des cas, dans les familles où les enfants sont reçus, il y a ces mots, il y a la stigmatisation à travers le langage, à travers les discours. Par exemple, c'est connu que ces enfants sont appelés des serpents. Et quand cette métaphore traduit justement et la violence qui a été vécue, mais aussi les dangers que l'enfant représente dans le futur. Et en fait,
La vulnérabilité matérielle, je l'ai établie, résulte justement de ces crises structurelles qui ont été suffisamment démontrées par les études de Hampson et Marivot parlant de la pauvreté en RDC. En ce qui concerne la scolarisation, vous remarquerez en fait avec moi qu'au regard de ce discours, si vous voulez, de ces résultats, la scolarisation, c'est vrai, c'est une approche d'intégration sociale des enfants dans le contexte de conflit, ce qu'on appelle serait une scolarisation intégrative. Mais on peut se rendre compte que cette approche est faible lorsqu'elle n'est pas associée à d'autres approches à l'intérieur même du milieu scolaire. Parce que c'est des enfants qui ont des besoins spécifiques en termes d'accompagnement psychologique, en termes de relèvement économique de leur famille, etc. Et donc, il faut associer cette approche. Et on va remarquer aussi que ce programme a atteint quelques objectifs, mais les limites sont tout à fait établies à partir du moment où les représentations, les schèmes culturels, normatifs, vont de nouveau s'exprimer pour étouffer cet élan d'intégration à travers la scolarisation. Et donc cet enfant peut avoir des compétences, mais on ne lui donnera jamais du travail, parce que historiquement c'est établi qu'il n'est pas de cet endroit. Il y a même des questions juridiques qui vont se poser, la question d'apatridie, parce que c'est des enfants qui finalement, on va dire, qui est leur père, qui va le faire. Voilà. Et je vais donc conclure pour ne pas froisser mes relations avec notre modératrice. En fait, vous pouvez remarquer avec moi que les enfants nés de viol semblent être les oubliés des mécanismes structurels de lutte contre le viol et violences sexuelles. Et leur traversée des déserts paraît se poser avec beaucoup d'acuité et ça sera encore trop long parce que justement, j'ai même dit un peu plus bas que on a l'impression que leur intégration évolue en dents de scie, c'est-à-dire tantôt accepté, tantôt non accepté, accepté, non accepté, et tout cela avec une certaine relativité, je dis et je vous remercie. Et donc maintenant, je vais inviter, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, Kibungu, collègue du Canada, monsieur, excusez-moi, bienvenue donc, à vous pour une présentation donc, qui va concerner la résistance contre les viols des femmes comme arme de guerre en République démocratique du Congo et vous intitulez « Quel apport pour la foi, la théologie et les religions ?» Je vous en prie. Merci beaucoup. Je suis Dieudonné Kibungu, étudiant au doctorat à l'Université de Montréal. Devant l'ampleur du viol des femmes comme arme de guerre au Congo, il n'y a pas de sujet neutre. Chaque sujet participe soit à des collaborations dans le sens de complicité, soit à des dominations, soit à des résistances. Toute théologie, qu'elle le veuille ou non, est par définition toujours engagée pour ou contre les opprimés. La neutralité intellectuelle n'est pas possible dans un monde d'exploitation et d'oppression. Ça ne vient pas de moi, c'est Elisabeth Schuller-Fiorenza. Émergence de mon sujet de recherche et sa question principale. Il y a Dieu dans les récits des victimes. Je me sentais morte, je voulais mourir. Je pensais là que Dieu ne m'aimait pas parce que ce viol m'était arrivé. Cet extrait conclut le témoignage d'une victime de 24 ans enlevée dans la forêt, violée, puis soumise à l'esclavage sexuel 4 mois durant.
Sa vie devient calvaire, insupportable, qu'elle préfère la mort plutôt que la souffrance. Point de besoin de rappeler ici que de tels récits foisonnent dans le contexte de viols en République démocratique du Congo. J'en ai comptabilisé dans le seul corpus sélectionné et auquel j'ai eu accès 120 818 cas documentés, dont 99,5% des victimes sont des femmes contre 0,5% des hommes. J'en ai sélectionné 56 qui font l'objet d'analyses. Dans certains de ces récits de victimes, les viols corrodent les liens avec la transcendance. Le questionnement sur la tendresse de Dieu ou la confusion sur l'image de Dieu qui surgit après le viol ne laisse pas intacte la dimension religieuse, spirituelle et le sens de la vie elle-même chez certaines survivantes. Certaines d'elles ont mis en doute la toute-puissance amoureuse de Dieu qui ne les a pas épargnées du viol. D'autres ont attribué à Dieu leur sort. D'autres encore ont eu un sentiment de révolte à l'égard de l'attitude et de prise de parole de quelques responsables religieux au sujet du viol. Quelques victimes, en effet, ont abandonné le chemin des églises. D'autres, par ailleurs, ont cherché refuge auprès de Dieu. J'ai circoncis mon propos dans le contexte socio-culturel de la République démocratique du Congo. Je réfère principalement aux travaux de mes recherches doctorales menées depuis bientôt 3 ans à l'Université de Montréal, portant sur les viols comme armes de guerre en période de conflits armés. Dans une perspective théologique, spirituelle, religieuse et interdisciplinaire, j'aborde cette problématique en étudiant systématiquement les fonctions des religions, non seulement dans la déconstruction de la culture du viol des femmes comme arme de guerre, mais aussi et surtout dans la reconstruction du tissu social déchiré par ces viols. En analysant l'influence de la dimension religieuse et spirituelle dans les processus de guérison des survivantes, je m'intéresse plus précisément au caractère paradoxal de l'impact de l'Église catholique dans la lutte contre les phénomènes de viols de guerre. Le positionnement de cette recherche et sa particularité résident au fait de s'intéresser à la problématique que suscite le paradoxe de l'impact religieux dans la déconstruction de la culture des viols de femmes comme arme de guerre à partir du point de vue des études religieuses. Problématique qui, me semble-t-il, n'est pas encore suffisamment explorée dans les corpus interdisciplinaires consultés concernant les viols de guerre. Je dois préciser tout de suite la position à partir de laquelle je parle. Je me situe moi-même dans une posture anthropophanique qui consiste à écouter les survivantes telles qu'elles se décrivent elles-mêmes et de parler à partir de leur point de vue. Elles en savent plus que les experts sur les viols et ses conséquences parce que ce sont elles qui les vivent de l'intérieur. Je pose le défi du viol de femmes comme arme de guerre en tant que besoin de solutions pertinentes et durables à relever par des interventions appropriées, transformatrices, impliquant pas seulement la volonté politique, culturelle et juridique, mais aussi la volonté religieuse et surtout l'implication des femmes elles-mêmes. Dans cette communication, je vise à répondre à la question de l'apport théologique, spirituel et religieux dans cette résistance, surtout au Congo, un pays où les convictions religieuses jouent encore jusqu'à présent
un rôle déterminant dans la gestion du phénomène de ce genre. Avant d'y arriver, il me semble utile de signaler la définition opératoire que je propose au concept de viol de femmes comme arme de guerre, à savoir un violent dispositif politique mis en place lors des conflits armés par des belligérants en position de pouvoir dont l'intentionnalité est l'invasion, le contrôle, la domination d'une population, l'appropriation d'unitaires, l'exploitation illicite des richesses naturelles, la conquête de pouvoir en abusant cruellement, massivement, publiquement et collectivement des corps de femmes et de leur pouvoir reproductif. Dans les 2 dernières décennies, plus de 2 millions de personnes, hommes et femmes, sont victimes de viols à l'est de la République démocratique du Congo et 75% des cas de viol ne sont pas signalés. C'est une des enquêtes onusiennes qui le signale. Quelle épistémologie de résistance mettre en œuvre? À quel apport doit-on attendre de la foi, de la théologie et des religions? Comment justifier leur positionnement? La matérialité des interventions religieuses et spirituelles dans ce domaine. En République démocratique du Congo, les institutions religieuses offrent une assistance substantielle et remarquable, matérielle, spirituelle, socio-psychologique, juridique, économique, sanitaire, auprès des victimes de viols. Elles prennent généralement en charge les problèmes et conséquences du viol. Dans plusieurs milieux, 2 églises, notamment Église catholique, ouvrent des bureaux d'écoute dans le cadre de venir en aide aux victimes. Dans les récits rapportés dans de nombreux témoignages des victimes, il est mentionné cette reconnaissance d'obtenir de l'aide à travers des structures religieuses, humanitaires auxquelles elles ont d'abord été référées ou orientées avant de poursuivre leur processus de guérison. À ce sujet, une des victimes en témoigne. J'étais d'abord amené à la paroisse. On m'a écouté au niveau de la paroisse et la paroisse m'a aidé à atteindre l'hôpital. Mais le paradoxe apparaît, le paradoxe religieux, quand il convient de prendre en charge les problèmes et causes pour éradiquer ce phénomène du viol à partir de ses racines, à savoir les statuts de la femme dans nos sociétés, l'abus de pouvoir de domination, les rapports de force entre les individus et surtout les déséquilibres de l'échange où le pouvoir de l'un pèse sur l'autre. Quoi de plus logique que les combats contre le viol de femmes puissent promouvoir aussi et surtout l'égalité des droits, défendre les droits, l'autonomie et la liberté des femmes. La volonté des églises de vouloir reconstruire les tissus sociaux à partir de généralités et de principes extérieurs, souvent éloignés des besoins de la victime et du contexte de son viol, qui a entraîné cette destruction au niveau individuel et collectif. Du coup, c'est l'effet contraire qui arrive, la déconnexion complète au niveau individuel de la victime de viol. Or, les liens du tissu social reposent sur l'individu situé et différent des autres. La reconstruction du tissu social implique, à notre avis, la connexion des individus les uns aux autres, et la connexion des individus implique la connexion personnelle de chaque individu. Des responsables religieux condamnent énergiquement la pratique du viol de femmes comme arme de guerre
et la dénoncent, c'est vrai, mais en même temps, la plupart d'eux justifient le patriarcat et les structures patriarcales, d'où l'urgence d'une théologie qui refuse d'être neutre, une théologie qui libère, une théologie qui transforme radicalement. Peut-on prétendre combattre le viol sans détruire ses racines profondes? Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Travailler pour la reconstruction du tissu social et en même temps ignorer la connexion du lien individuel de chaque victime du viol, ça ne veut rien dire. Condamner les pratiques de viol et en même temps justifier le patriarcat, c'est tourner en rond. La transformation sociale globale est à situer au niveau de l'imaginaire, au niveau des rapports de domination, au niveau des rapports de sexe, bref, au niveau du tissu social et au niveau de tous les liens constitutifs de ce tissu social. Je vais finir. Résister, disait Gilles Deleuze, c'est créer. Et créer, c'est résister. L'épistémologie de la résistance consiste à ne pas se limiter à l'étape de dénonciation, ni à ne pas s'enfermer dans une logique d'affrontement, mais à créer, à développer de nouveaux mondes. La bulle de sécurité, comme disait une des intervenantes avant-hier, par des actions qui font réellement respecter les droits des femmes et les promouvoir sur fond d'une cohésion sociale et d'une paix durable. Une telle résistance est nécessaire et doit être, à notre avis, holistique et surtout urgente. Je vous remercie. Voilà, merci pour votre intervention. Et donc, nous allons maintenant avoir la dernière intervention de cette fin de matinée. Monsieur Kouassi, si vous voulez bien prendre la parole. Donc, nous allons vous écouter pour 15 minutes maximum, puisque nous avons déjà pas mal dépassé le timing. Bonjour à tous et à toutes. Comme le tableau l'indique, je suis Kwadwo Edouard Kouassi, je viens de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que je casse un peu le rythme parce que depuis qu'on est arrivé, on ne parle que de la RDC. Et donc, je vais parler un peu de l'Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé sur un thème intitulé « Action humanitaire et lutte contre les violences basées sur le genre à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de Guiglo. Moi-même, je suis sociologue, chercheur au Centre de recherche pour le développement de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Et je suis au laboratoire agroéconomie et développement rural, d'où l'intérêt de la zone rurale pour moi. Pour entrer dans le vif du sujet, la présentation que je vais vous partager est structurée comme suit. Il y a le contexte et les enjeux de la recherche. Il y a la problématique et l'objectif. Ensuite, on va présenter la méthodologie, les résultats et enfin, je vais terminer par des enseignements scientifiques et les implications pour le monde humanitaire et le monde social. Bien, mais qu'est-ce qu'il faut dire en termes de contexte? Il faut dire que la Côte d'Ivoire aussi a été touchée par la crise à partir de 2002. Pour ceux qui ne savent pas, à partir de 2002, il y a eu une crise
politique qui a touché la Côte d'Ivoire jusqu'en 2011. Et cette crise a exacerbé, un tant soit peu, les violences basées sur le genre. Et jusqu'à présent, ce problème-là constitue encore un problème réel en Côte d'Ivoire, surtout à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et les personnes les plus touchées sont évidemment les femmes. Et comme vous le voyez, le rapport de 2018, pour les cas signalés, bien sûr, pour les cas signalés, on a 644 cas de viol, 114 cas d'agression sexuelle et 73 cas de mariage forcé. Et Guiglo, qui est une zone de guerre, dans cette zone-là, les femmes rurales sont beaucoup touchées. On a 116 cas de VBG, 22 cas de viol et 62 cas d'agression physique, dont 2 assassinats de femmes en 2016. Et vous voyez donc, ce tableau n'est pas assez reluisant. Et donc, vu cela, les humanitaires accourent pour apporter un tant soit peu des solutions, pour venir un peu en aide aux populations. Donc, il y a une lutte, il y a une mobilisation des humanitaires pour juguler un peu le problème. Mais il y a un constat qu'on fait aujourd'hui, malgré tout cela, malgré toute cette mobilisation, on se rend compte que le problème demeure, et particulièrement dans la zone de Guiglo. Donc, nous nous posons la question de savoir si ces actions apportent quelque chose réellement. Quel est l'impact de ces actions-là? Quelle est la contribution réelle des humanitaires dans la lutte contre les VBG? Donc, comme vous voyez, l'objectif est d'évaluer l'impact des actions des humanitaires dans la lutte contre les VBG dans la zone rurale de Guiglo. Eh bien, pour y arriver, bien sûr, adopter une méthodologie. Et d'abord, pour travailler dans un milieu, il faut présenter ce milieu. Donc, je vous présente un peu, à partir de là, la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne connaissent pas. La Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest, limité à l'ouest par la Guinée-Conakry et le Libéria, à l'est par le Ghana, au nord par le Mali et le Burkina Faso, et au sud par l'océan Atlantique. Bien, nous avons travaillé dans le département de Guiglo, que vous voyez en orange. Et dans ce département, nous avons travaillé réellement dans 4 villages. Et vous voyez sur la carte là-bas de l'autre côté, les 4 villages sont en orange. Voilà. Bien, quelle est la méthode d'échantillonnage? Nous avons fait un échantillonnage raisonné à 2 degrés. Au premier degré, nous avons choisi les villages parce que les humanitaires travaillent dans certains villages, ne travaillent pas dans tous les villages. Et donc, notre enquête a consisté à travailler, à enquêter dans les villages où les humanitaires sont intervenus. Et donc, au premier niveau, nous avons choisi les villages. Au deuxième niveau, il a été question de choisir les enquêtés, les personnes à enquêter. Mais là, nous avons fait la part belle aux femmes, puisque, comme on l'a dit, elles sont plus exposées aux violences. Et donc, dans chaque village, nous avons interrogé 10 femmes, 10 garçons et 15 femmes, ce qui fait 25 villages. Et au total, nous avons 100 personnes interrogées, dont 60 femmes. Mais quels sont les outils que nous avons mobilisés pour faire l'enquête? Il y a eu les entretiens ou focus group, il y a eu les entretiens individuels aussi, les entretiens libres et le questionnaire. Mais quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus? Il s'agissait de voir, bien sûr, la contribution des humanitaires. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les humanitaires ont contribué, quelque part, à renforcer le cadre juridique, en ce qui concerne, bien sûr, les VBG en Côte d'Ivoire, le cadre juridique national. Et donc, vous voyez, il y a une loi récente de 2019, portant code pénal des infractions, et tout ça, c'est sur l'impulsion des humanitaires. Et aujourd'hui, la loi est un peu plus corsée,
En ce qui concerne les sanctions, vous voyez par exemple l'article 403 du Code pénal relatif au viol qui prévoit une peine d'emprisonnement de 5 à 20 ans pour un viol. Et quand il y a mort, on va même jusqu'à la peine de vie, à la prison à vie. Donc je pense que voici un peu des dispositions qui sont prises grâce, sous l'impulsion bien sûr des humanitaires. Mais ce travail des humanitaires, la contribution, bien sûr, c'est aussi la diffusion et des connaissances et la sensibilisation dans les villages. Voilà, donc, les humanitaires, bien sûr, internationaux, qui ont des relais au niveau national, des ONG au niveau national, qui vont dans les villages, qui font des projets qui sensibilisent, qui forment les villageois sur les VBG, qui forment les villageois sur, comme on appelle, à travers plusieurs objectifs qu'ils cherchent à atteindre, à maîtriser les notions de VBG, à connaître les stratégies de prévention, à maîtriser les principes directeurs de prise en charge, ainsi de suite. Mais en un mot, l'objectif, c'est d'arriver au changement de comportement de ces populations, de ces communautés. Aujourd'hui, quel est l'impact de ces actions? C'est vrai, on est allé dans les villages, on a formé et tout, mais nous voulons savoir, est-ce qu'on a laissé quelque chose en héritage? Mais bien sûr, on constate que les villageois, les communautés dans lesquelles les ONG sont intervenues, effectivement, il y a une certaine amélioration au niveau des connaissances des VBG. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans un village, bien sûr, les villages qui ont bénéficié des projets, les gens savent, plus ou moins, quand vous parlez de VBG, on peut vous décrire, le VBG c'est ceci, c'est cela, c'est l'agression sexuelle, c'est ceci. Donc vous voyez, il y a 90% de personnes interrogées qui disent que, par exemple, c'est le viol, ainsi de suite. Mais aussi, on a remarqué, il y a une amorce du changement de comportement. Il y a une amorce de changement de comportement. Toutes les personnes qui ont été interrogées, on dit qu'effectivement, les comportements sont en train de changer en matière de VBG depuis que les projets sont intervenus. Mais ce tableau, quand nous avons demandé aux populations, aux enquêteurs de voir un peu leur attitude, quand il y a un cas d'agression ou de VBG, et comment ils s'y prennent, puisqu'ils ont été formés, désormais, quand il y a un cas, voici, il faut... Ce que je n'ai pas dit au passage, il y a eu des comités qui ont été installés dans chaque village où il y a eu les VBG, où il y a eu le projet, pardon. Et donc, il y a le comité, alerté par exemple le comité de lutte, il y a les ONG qu'il faut alerter, il y a la police, il y a les autorités locales, ainsi de suite. Mais les populations, quand on remarque que les populations, malgré qu'il y a d'autres structures vers lesquelles ils peuvent partir, ils sont plus focalisés sur le comité local, parce qu'il y a une question de confiance. Et vous voyez, personne ne va vers la police, parce qu'on se dit que la police, c'est exposer plus ou moins le bourreau, ou alors exposer celui qui a commis l'acte aux autorités policières et autres. Donc vous voyez, il y a le comité, il y a aussi les autres. Entendez par autres ici, il y a la famille, il y a les proches. Donc quand il y a les situations, on va vers les personnes en qui on a plus de confiance. Et donc on se dit, c'est vrai, les VBG aujourd'hui, de moins en moins ça constitue un tabou. Mais les populations préfèrent des règlements amiables au niveau local. Et donc, comme vous voyez, il y a encore des blocages. Il y a encore des blocages, malgré les avancées, bien sûr, mais il y a des blocages. Entre autres, il y a la pression de la communauté. Il y a la pression de la communauté
on a peur d'être exclu par la communauté. Donc, quand il y a une situation, on préfère se taire ou alors on préfère rester à un niveau vraiment restreint pour ne pas qu'on s'expose à une marginalisation, par exemple. Il y a le manque de confiance dans les autorités policières et judiciaires. Il y a la lenteur des procédures judiciaires qui fait que les gens préfèrent régler leurs problèmes à l'amiable. Il y a aussi les dépenses liées à la procédure judiciaire. Parce que quand vous entamez une procédure, vous savez que les populations rurales sont des populations plus ou moins pauvres. Donc, entamer une procédure, est-ce que ça peut aller jusqu'au bout? Ce n'est pas évident. Donc, les gens préfèrent régler les problèmes à l'amiable. Mais il y a aussi les représentations dans les communautés rurales, les VBG. Comment les gens se représentent, les VBG? Ce n'est pas toujours évident qu'on a les mêmes représentations. Je vous donne un exemple. La région de l'Ouest est une région où, par exemple, les mutilations génitales sont culturelles. Voilà. Et donc, pour une femme atteindre la maturité, il faut forcément passer par cette cérémonie, par cette initiation qui est la mutilation génitale. Et donc, c'est accepté par les femmes elles-mêmes. C'est accepté par la communauté. Donc, vous ne pouvez pas venir dire à quelqu'un que c'est une violence basée sur le genre. Vous le dites, ils peuvent accepter sur le champ, mais ils ne vont jamais l'appliquer. Donc voilà un peu, dans la représentation des gens, ce n'est pas forcément la même chose. On me dit que je n'ai plus assez de temps. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Mais vous pouvez m'accorder, puisque je suis le dernier intervenant, je peux avoir quelques indulgences. Voilà, donc dans tout ça, il y a le déficit d'engagement aussi de l'État qui n'accompagne pas normalement ces projets de lutte contre les VBG. Bien, je vais terminer par les enseignements, mais bien sûr, les enseignements, vous voyez que les communautés sont encore sous l'influence des croyances. Les communautés sont encore sous l'influence des croyances locales et les gens préfèrent recourir rapidement pour trouver des solutions locales que d'aller vers les autorités policières ou judiciaires. Et donc, nous proposons, nous disons qu'il y a une nécessité pour une approche participative qui prendrait en compte toutes les représentations des populations locales. Il y a aussi, si on veut mener des recherches, je pense qu'il y a aussi la nécessité de faire une longue immersion dans ce milieu pour mieux comprendre les représentations des populations. C'est assez capital parce qu'on ne peut pas connaître une population tant qu'on ne l'a pas vécu dans ce milieu, tant qu'on n'a pas maîtrisé toutes les réalités du milieu. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que le changement est possible? Oui, le changement durable est possible, mais à condition, bien sûr, qu'il y ait un engagement plus affirmé des humanitaires et des pouvoirs publics. Je vous remercie. Voilà, merci Monsieur Kouassi. Et effectivement, vous avez bien tenu le timing, tout comme l'ensemble des intervenants de cette fin de matinée. Je vous en remercie chacun et chacune. Je suis désolée, je regrette fortement, en tant que responsable d'une structure à l'Université de Liège qui s'appelle la Maison des sciences de l'homme et qui a en charge le dialogue entre les universitaires et la société civile, je ne pourrai malheureusement pas, pour cette fin de matinée, accompagner un dialogue entre les différents orateurs et l'oratrice et la salle parce que nous sommes trop serrés au niveau du timing et je préfère m'assurer que vous puissiez vous sustenter avant de reprendre les travaux de l'après-midi. Donc voilà, je remercie encore les organisateurs. Vraiment, en tant que docteur en sociologie qui s'intéresse au théâtre-action et donc à des dynamiques culturelles comme étant moteur de changement, j'ai passé en votre compagnie une très intéressante fin de matinée et bonne continuation pour la suite.